Nous sommes ici en présence de documents qui ont appartenu à un personnage extrêmement important dans le propos de l'exposition et que l'on peut découvrir durant tout le parcours. Il s'agit de Karl Alla von Allerstein. Alors comme son nom l'indique et le laisse sous-entendre, Karl Alla von Allerstein est d'origine allemande et il est de formation d'architecte. Il est architecte au service de la ville de Nuremberg, dont il est l'inspecteur des bâtiments publics durant sa jeunesse. Et il entreprend comme beaucoup de jeunes artistes ou de jeunes tout simplement curieux et de son époque, ce qu'on appelle à l'époque un grand tour, le grand tour à la découverte et pour visiter les principaux sites de l'Antiquité classique du bassin méditerranéen. Ce grand tour l'emmène dans un premier temps, bien entendu, en Italie et notamment à Rome, où il rencontre un certain nombre de personnages qui vont le suivre ensuite dans ses pérégrinations en Grèce. C'est de Rome que Karl Alla von Allerstein décide de se rendre donc en Grèce à la découverte des principaux sites qu'il connaît bien entendu à travers les sources antiques qui sont disponibles à son époque. C'est en Grèce aussi que von Allerstein, avec ses comparses, ses camarades dont on parlera un peu plus tard, met en œuvre des pratiques de l'archéologie qui sont à son époque en tout cas innovantes, en ce sens qu'elles se démarquent de la pratique antiquaire précédente des siècles précédents, et en ce sens qu'elle met en œuvre un certain nombre de pratiques justement et de techniques précises de relevé, de comparaison qui préfigurent véritablement l'archéologie scientifique qui se développera durant le XIXe siècle et plus encore au XXe siècle. Et cette pratique archéologique est retranscrite de manière plus ou moins précise, mais parfois très précise, dans les carnets de notes que l'on peut découvrir dans ces vitrines. Mais Karl Alla von Allerstein, et c'est ce qui rend le personnage particulièrement intéressant également, en tout cas pour le non-spécialiste dont je suis, c'est qu'il a également très largement dessiné les paysages et les contextes dans lesquels se situent les sites archéologiques qu'il découvre et qu'il entreprend de fouiller. C'est ainsi que, par exemple, le fonds qui est conservé à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprend des centaines de dessins à la mine de plomb qui sont d'une précision tout à fait remarquable et également d'une beauté, pour certains d'entre eux, tout à fait remarquable. On en a ici un exemple très parlant avec ce dessin panoramique de la plaine d'Athènes, que l'on découvre ici sous forme de reproduction, puisque c'est un document qui est particulièrement fragile à manipuler et donc à déplacer et à présenter en public, mais nous disposons ici d'une reproduction très très parlante, comme je le disais, de la plaine d'Athènes. En 1813, le dessin est pris de la colline de Patticia au nord d'Athènes et la vue se dirige donc vers le sud avec l'acropole bien entendu dans une partie centrale. D'autres dessins figurent également dans l'exposition. Nous avons un dessin magnifique de la plaine de Corinthe et de l'Acrocorinthe. Et les carnets que j'évoquais, outre qu'ils documentent donc la pratique archéologique, ces carnets présentent eux aussi un certain nombre de dessins, mais alors en format totalement différent, puisque là nous sommes sur un panoramique qui mesure quasiment 2 mètres. Et dans ce carnet, par exemple, nous sommes sur une feuille de carnet de type 15 cm sur 13 environ, mais lorsqu'on s'y penche et lorsqu'on regarde ce carnet de près, on remarque l'extrême finesse et l'extrême sens du détail de Karl Alla von Allerstein. Là, c'est véritablement sa formation d'architecte qui ressort, bien entendu. Et nous avons ici un magnifique carnet qui représente le cap Sounion, au sud d'Athènes, qui est de l'Attique et qu'il a dessiné lorsqu'il se rendait, lorsqu'il étendait ses investigations et son voyage vers l'Asie mineure et Constantinople. Alors Karl Alla von Allerstein n'était pas seul dans sa quête de la Grèce antique, puisqu'il était accompagné, comme on l'a vu, par un certain nombre de personnages qu'il a rencontrés à Rome dès 1810. Et ces personnages, on les retrouve à travers un document
que l'on présente dans cette exposition qui s'appelle la charte du Xénéon. Et c'est un document qui est particulièrement intéressant, là aussi à plusieurs égards, puisqu'on l'a compris, cette histoire est véritablement polysémique. Ce document est également conservé dans le fonds Karl Aller von Allerstein de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ce document qui date de 1812 présente la charte du Xénéon. Alors c'est très très intéressant, encore une fois à plusieurs égards, parce que c'est une charte qui est rédigée en français. Et c'est une charte qui est un espèce de document attestant de l'amitié et d'un contrat. C'est une espèce de contrat entre ces personnages qui sont avec Allerstein en Grèce, Bronsted, Gell, Coquerel, Stackelberg. Ce sont des personnages qui sont issus de différents pays européens, qui se retrouvent donc dans cette passion commune de l'Antiquité grecque. Et alors c'est intéressant parce qu'il faut se situer à l'époque des années 1810-1812. Nous sommes en pleine guerre en Europe entre les nations européennes liguées contre Napoléon Bonaparte. Et ces personnages-là, issus de différents milieux et de différentes nations, pactisent au sens positif du terme pour s'entraider dans leur quête de la Grèce et de la recherche de la Grèce antique. J'en lis quelques passages qui sont évocateurs. Alors, Xénéon est le gage de l'estime et du sentiment. Et c'est le devoir de chacun des associés, à l'instant qu'il voit la bague qui les lie entre eux, d'en recevoir le possesseur comme son vrai et propre ami, et de l'accueillir avec toute l'honnêteté et avec toute l'hospitalité dont il aura les moyens. Donc c'est véritablement un engagement d'amitié. Alors, par parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que je disais que ces personnages étaient issus de tous les milieux européens. Cette charte est rédigée en français, ce qui, au passage, atteste de la position et de la place de la langue française également dans les milieux intellectuels artistiques à cette époque-là. Alors, ces hommes sont liés par une passion commune, on l'a dit, et c'est explicitement mentionné dans le paragraphe 3, où il est dit « Chaque digne homme de tout pays, de toute religion et de tout âge peut aspirer à devenir xénios, et la seule qualité qui est essentielle est l'enthousiasme pour la Grèce, la littérature ancienne et les beaux-arts ». Et donc c'est véritablement une marque d'amour aussi que d'appartenir à cette fratrie en quelque sorte, en tout cas cette association, le lien essentiel est l'amour de la Grèce et des beaux-arts. C'est également en fait là aussi on se situe dans le contexte historique de la fin de l'époque des Lumières en quelque sorte, avec la place du français, on l'a vu, mais également avec un idéal, voire une utopie qui est affirmée dans le dernier paragraphe, le paragraphe 5, où il est écrit « Les xénios composent un peuple d'eux-mêmes, et du moment que la bague est sur le doigt, ils ne la quittent jamais. Les distinctions fortuites des nations sont abolies et l'on devient entièrement et uniquement xénéios ». Et c'est très intéressant puisque là c'est véritablement une affirmation d'une espèce de république idéale, d'une république idéale dont les membres sont liés entre eux par l'amour de la Grèce et des beaux-arts, sachant que dans leur esprit, la Grèce et les beaux-arts sont véritablement synonymes.